Bonjour et bienvenue sur la partie numéro 2 du tuto Premier pas sur 3D Studio Max. Je le rappelle, dans la partie 1, nous avions d'abord nous avons fait la découverte de l'interface 3D Studio. Nous avons parlé des menus, présence des menus, de quelques boutons de sélection. Nous avons vu la boîte principale à droite concernant les créations et modifications. Et surtout des raccourcis essentiels à connaître, des raccourcis pour la maniabilité et le confort d'utilisation de ce logiciel. Et nous avons commencé à créer deux objets à partir de géométrie primitive, c'est-à-dire une boîte et une sphère. On va continuer. Les prochaines actions, ce seront de faire des modifications simples en polygone éditable et après la création d'une lumière, d'une caméra, et bien sûr faire un premier rendu de la scène. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter sur le web une page de l'auteur en fait de 3D Studio, Autodesk, une page qui est facilement trouvable sur internet. Vous tapez raccourci 3D Studio, la version que vous voulez, et vous avez arrivé sur ce tableau-là, où vous avez effectivement ici tous les raccourcis. Alors, c'est peut-être un petit peu rébarbatif à lire, parce qu'il y en a beaucoup. Il vaut mieux peut-être retenir que ceux que je vous donne par exemple, qui sont ceux qu'on utilise le plus. Il y en aura d'autres après dans les différentes vidéos qu'on va aborder sur les premiers pas de 3D Studio. Mais voilà, vous voyez un petit peu, il y en a beaucoup. Alors après, retrouver le bon, à quel moment, à quel endroit, pourquoi faire. Mais bon, il faut le savoir. Si vous tapez raccourci dans votre moteur de recherche, raccourci 3D Studio, vous arrivez sur cette page et il vous donne en fait le tableau de tous les raccourcis clavier. Également, vous avez ici l'interface qui vous montre comment modifier ces raccourcis, chose que je peux vous montrer rapidement, mais il vous donne aussi comment modifier ces raccourcis en expliquant un petit peu toute la procédure. Maintenant, si je reviens sur le tableau ici, enfin sur mon 3D Studio, si je clique ici dans customisation, on va dire, par personnalisation, on a ici le Hotkey Editor qui permet en fait de définir alors là c'est les groupes, là ce sont les filtres, et là après ce sont les actions, et vous pouvez définir sur chaque fonction d'autres raccourcis qui vous sont peut-être plus propres à vous. Maintenant attention, certains raccourcis peuvent modifier d'autres fonctions que vous ne connaissez pas. Alors voilà, si vous décidez par exemple que le Add Bookmark soit pas le B mais soit le M, attention, le M c'est pour ouvrir l'éditeur de matériaux par exemple. Ça c'est juste un exemple, donc attention là-dessus. Mais voilà, vous pouvez le faire. C'était juste la petite partie que je voulais vous donner concernant la modification des raccourcis. Alors, pour aller plus loin, on va revoir comment on peut visualiser nos objets. Je vais cliquer ici et demander de voir les faces. Donc là, on a, par exemple, c'est plus probant sur la sphère que sur la boîte. Je vais cliquer la sphère et je vais faire un Z pour la voir devant nous. Donc ici, la sphère est cliquée. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait déplacer l'objet en X, en Y, en Z en cliquant comme ça. Et on a ici les bords de la scène, la bord de l'objet, pardon, qui définissent en fait l'objet. Et nous voyons comment est créée la sphère. Je vais agrandir. On voit que la sphère est créée par différentes facettes, et chaque facette est créée par des triangles. Donc en fait, un carré, c'est deux triangles. On va dire qu'ici, vous avez une diagonale qui va se créer, et là ça fait un triangle, et un deuxième triangle en dessous, et ces deux triangles créent ce carré. Pour chaque extrémité, vous avez des vertices. Donc les vertices. Alors, avant de parler de tout ça, je vais vous montrer que, parce que là pour l'instant nous sommes restés sur la création. Maintenant, si j'ai sélectionné l'objet et que je vais dans le menu Modify, donc modification, nous allons avoir les paramètres de l'objet. Comme on a vu tout à l'heure, le rayon, le nombre de facettes. Alors c'est là où intervient effectivement ce que je voulais vous dire, c'est que nous pouvons soit réduire la résolution
de la sphère. Donc là, avec 6 faces, on ne fait plus une sphère, mais on fait un triangle, ou avec 4 faces, etc. etc. Et si on monte plus haut, on peut monter vraiment dans les extrêmes, mais après, attention, le grand problème de la 3D aujourd'hui, c'est que plus il y a de facettes, plus c'est lourd à rendre, et plus votre scène va être longue à se finir. Et quand c'est long à se finir pour une image, imaginez que quand vous créez une animation, que une seconde créée par... Enfin, que vous définissez 25 images secondes, et que pour faire une seconde, il faut faire 25 images, et que finalement chaque image met peut-être 5 minutes, c'est vraiment un calcul par défaut, on va dire peut-être même 10 sera plus simple à calculer, ça veut dire que pour faire 25 images il faut 250 minutes, vous commencez à vous dire, oulala oui, le nombre de facettes, puisque ça ralentit tout le calcul, il n'y a pas que les facettes, mais c'est quand même important le nombre de facettes, va falloir peut-être juger quel objet aura quel nombre de facettes, est-ce que c'est plus important sur celui-là ou plus important sur l'autre. Voilà, c'est juste un petit rappel pour dire attention, si vous augmentez le nombre de facettes, vous amusez pas à mettre un maximum sur tous pour avoir une bonne qualité, vous allez voir qu'à un moment donné le PC va bien bugger. Voilà. Donc là 32 c'était assez correct pour avoir quelque chose d'assez souple, ça n'a pas l'air comme ça mais 32 c'est correct. Et là on voit qu'effectivement on a le nom de l'objet, donc nous sommes toujours en modification, nous avons le nom de l'objet, la sphère, nous avons ici donc le rayon, le nombre de segments, ici la possibilité de demander à ce qu'elle soit adoucie ou pas, donc on voit bien la différence, on voit comme des ombrages qui se créent sur chaque facette si elle n'est pas adoucie. Nous pouvons définir ici si elle sera une boule entière, une sphère entière ou une demi-sphère. Donc là après je peux monter la valeur ici et déterminer soit la moitié pour faire une demi-sphère, soit un peu plus pour faire plus qu'une demi-sphère, ou l'inverse, voilà, pour arriver jusqu'à son top. Donc là après c'est l'objet qui est tronqué, donc à 0 c'est complet, à 0,5 c'est la moitié, et à 1 il n'y a plus rien, donc voilà, 0. Et pour l'instant la base est là, le reste on l'utilise pas. On peut slicer aussi, donc là c'est dans l'autre sens, on peut dire que on va slicer l'objet comme ça, c'est-à-dire qu'on fait comme une tranche, tout simplement. Slicer c'est trancher, donc on fait une tranche, on part de 0 ou on part d'ailleurs. Si je augmente ici on va partir de plus loin, et puis ici je peux définir plus loin, donc ça c'est pareil, c'est la fonction slice. Voilà un petit peu tout ce qui peut être fait pour une sphère pour le moment. Maintenant nous avons dit que c'était des objets primitifs, donc après on peut intervenir au niveau des facettes de l'objet créé, et intervenir aussi au niveau de ces points de jonction qui sont les vertices. Pour faire cela, il faut ici cliquer bouton droit de la souris et demander à ce que cet objet primitif devienne un objet éditable. Donc on a Patch, Mesh et Poly. Le plus utilisé est les NURBS, mais le plus utilisé ce sont les Poly. Donc Editable Poly, on clique, et là c'est fini. On n'a plus les paramètres comme on avait avant de rayons, etc. de la sphère. Tout a été défini, tout est figé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors là, maintenant c'est là qu'on rentre dans des choses un peu plus compliquées et un peu plus intéressantes. Et bien voilà, ici on a la possibilité de sélectionner la sphère avec différentes options. Ici nous avons les vertex, donc voilà, les vertex ce sont les intersections entre chaque face. Nous avons les faces, les edges, donc là si je clique, je ne sais pas si, voilà, on a ici le bord. Nous avons les borders et nous avons les polygones, ce qui correspond aux faces. Et nous avons l'objet entier qui s'appelle donc element. L'élément là pour l'instant c'est tout l'ensemble de la sphère. Ce qui veut dire que si ici je me clique avec les vertex et que je sélectionne, alors attention, là vous êtes en mode déplacement. Donc si effectivement j'essaye de faire quelque chose ici, ça va me prendre le premier vertex qui vient et ça va me le déplacer. Donc pour pouvoir faire une sélection correcte, il vaut mieux ici cliquer sur ce bouton qui est Select Object. Il ne va pas pouvoir vous faire déplacer la scène, mais par contre il va vous permettre, l'objet dans la scène, mais il va permettre de sélectionner ce que vous voulez. Par exemple ici, les vertex. Admettons que je fasse ça et que je me déplace, donc là c'est une sélection rectangulaire, je fasse ça, et bien il a
sélectionner les vertices qui se trouvent dans la sélection rectangulaire, si j'appuie sur Alt et la molette milieu de la souris, on va pouvoir se déplacer tout autour et voir tout ce qu'il a sélectionné. Et oui, comme j'étais en version perspective, on n'est pas en version pure plate, ça veut dire que tout ce qui se trouvait dans la zone, vous voyez la zone en dessous là, bah, ça a pris derrière. Bah oui, parce que de toute façon là on est en version on est en vue perspective. Si je, là j'ai décliqué, je vais recommencer. Donc, je fais donc bouton Alt et milieu molette de la souris, je me déplace en orbital, et là je vois que tous ces vertex ont été sélectionnés. Pour une meilleure sélection, je clique à côté pour désélectionner, pour une meilleure sélection, il vaut mieux se mettre en vue planaire, on va dire, en vue plan, c'est-à-dire en plan 2D. C'est-à-dire que là je peux par exemple le mettre en vue front, donc la vue de face, je vais encore une fois me déplacer mais simplement avec la souris, le bouton de la molette, j'appuie le bouton de la molette, je me déplace, je tourne le bouton de la molette pour me rapprocher, j'aurais pu faire aussi le Z, hein, c'était aussi possible, et là maintenant si je sélectionne juste ici, attention je suis toujours en sélection comme ça, si je sélectionne ici, il va me prendre le vertex qui est ici, mais il va me prendre aussi le vertex qui est derrière. Donc maintenant il y a une autre fonction. Je me remets en front en appuyant sur F, j'appuie sur Z pour être devant et je zoome et je me mets, alors encore un autre raccourci, pour passer facilement de la version de la visualisation filaire à non filaire, vous pouvez cliquer sur F3. Donc attention, F3 nous revient en version default shading. Et donc là qu'arrive l'autre petit raccourci intéressant, voilà. C'est que plutôt que de passer comme on a fait en version, donc je fais F3 et j'enlève, non pardon, je refais à l'envers, j'enlève les vues des faces, des bords des faces et je me mets en wireframe, et bien plutôt que de faire F3 et wireframe, et bien je reviens en arrière, je fais F4, alors d'abord F3, voilà, je l'ai fait à l'envers, je l'ai fait à l'envers, je recommence, désolé, j'enlève ça et j'enlève la vue, donc on était là comme ça tout à l'heure, et je fais F3, et donc là on n'a pas la vue des bords des faces, et là je fais F4, et là j'ai la vue des bords des faces. Donc F3 et F4 pour pouvoir à la fois voir où sortir du mode filaire, et puis voir où sortir de la vue des bords des faces. Alors, on a une fonction pour éviter de sélectionner les objets, les vertex derrière. Si je fais ça, je me rappelle que je vais voir derrière, ben, j'ai sélectionné forcément ce qu'il y avait à l'opposé derrière. Je me remets en vue comme ça, voilà, je désélectionne. Et bien ici, vous avez la fonction backface qui permet d'éliminer en fait les faces qui sont derrière. Donc en fait, à partir du moment où j'ai cliqué ici, et je clique ici, bah finalement il me prendra que celle qui est devant. Voilà. Donc c'était une petite fonction intéressante. Sur d'autres versions de 3D Studio antérieures, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est très clair en dessous, je me rappelle plus, mais c'est très clair en dessous des boutons où c'est marqué qu'on évite en fait de sélectionner les faces. Je crois que c'est override backface ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné, ça fait un peu comme la création de l'objet tout à l'heure, on a ces trois axes qui se reproduisent. Donc là, si je me déplace comme ça, on voit les trois axes. Je me remets en mode sélection et déplacement. Et là, bah, regardez, si je me déplace en Y par exemple, et ben voilà, j'ai déformé déjà mon objet. Donc on commence déjà à pouvoir comprendre comment on crée des objets différents des objets primitifs comme une sphère ou comme un rectangle, un cube, pas un rectangle mais un cube, un cône, etc. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Là on parlait des vertex. Maintenant si je clique les faces, et bien c'est pareil, je peux sélectionner une face uniquement et puis me déplacer ici pour sélectionner la face. Bon là on voit que c'est pas très joli toute cette déformation, mais on a quand même pas mal déformé l'objet. Je reviens en arrière. Et bien une fois qu'on a soit sélectionné des vertices, soit sélectionné des faces, on a tout un tas de fonctions derrière qui permettent de travailler sur ce qu'on a sélectionné. Si par exemple là je descends dans l'édition des polygones, donc
travailler juste sur ce que j'ai sélectionné ici, on peut extruder. Extruder, c'est donner une profondeur. Si je clique dessus, ou je clique sur le petit menu ici, soit j'ai le menu qui me permet de faire ma sélection de ce que je veux faire. Donc là, par exemple, il a extrudé la face, il a donné une épaisseur à la face de 10 cm, c'est les paramètres par défaut. Je peux descendre, je peux même aller en valeur négative, et là, j'ai reculé la face de 3,80, je vais mettre à 0, de 3 cm. Si je fais OK, voilà, ma face a été reculée de 3 cm en profondeur, et j'ai donc modifié le bord, en fait, enfin, cette face de la sphère. Ça commence à devenir intéressant. Maintenant, je me dis, les bords ici, j'aimerais bien qu'ils soient un peu lissés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner les bords, les edges, je vais cliquer ici. Nouveau raccourci, c'est CTRL pour pouvoir additionner d'autres sélections. Donc, CTRL, CTRL, CTRL. Enfin, je reste sur CTRL et je clique à chaque fois. Là, maintenant, j'ai la sélection des faces qui me vont bien. Et comme j'ai sélectionné, comme tout à l'heure pour les faces, là maintenant je suis sur les bords, et bien je vais aller voir dans Chamfer. Chamfer, c'est l'arrondissement des bords, on va dire. Je ne sais pas comment ça se prononce vraiment en anglais, en français. Et là c'est pareil, je vais cliquer ici dans le menu. Le menu va me proposer différentes possibilités. Je vais me rapprocher en tournant la molette de la souris. Je vais déplacer un petit peu en orbital pour avoir une meilleure vue. Toujours avec Alt et le bouton de la souris, milieu. Et là, il est à 0, mais si je déplace vers le haut, je vais augmenter, et là on voit qu'il commence à créer un bord. Et là, il a qu'un segment pour faire le bord, mais si j'augmente, il va faire plusieurs segments et m'arrondir presque parfaitement en fait mon bord. Encore une fois, attention, plus vous avez de petites faces qui se créent, de petites ou grandes faces, mais plus vous avez des faces qui se créent, plus la scène devient lourde, et plus elle est difficile à travailler et difficile à rendre. Voilà. Donc là, par exemple, je vais rester sur 2. Voilà, on est bien. C'est un petit peu cannelé, mais en fait, c'est bien quand même. Voilà. Après, les autres fonctions, on verra plus tard. Je fais OK. Donc là, on a commencé à faire de la modification d'objets. Donc cette petite sphère qui était simplement une boule très primitive au départ, devient finalement une boule intéressante. Je vais continuer un peu des modifications un petit peu au hasard. Je vais me remettre sur les faces. En sélectionnant maintenant toutes les faces, je vais me mettre en vue de front, donc de face. Beaucoup de faces sur la même phrase. Je m'approche, j'ai cliqué sur F pour mettre sur la vue de face, et là je vais sélectionner toutes les faces qui sont à la hauteur comme ça. Si je me déplace avec Alt et le bouton milieu de la souris, je peux tourner autour et voir qu'effectivement toutes mes faces ont été sélectionnées. Maintenant je vais utiliser une autre fonction. On va ici utiliser Bevel. Bevel, c'est les biseaux. Donc je vais cliquer ici, il va automatiquement donner une valeur de biseau de 10. Ici on a la hauteur du biseau. Je vais me mettre en profondeur, donc je vais aller en négatif. Voilà. Et maintenant, le moins 1 cm, c'est la grosseur du biseau. Vous voyez? Donc là, je fais ça, et je continue ici. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai créé encore quelque chose d'assez nouveau. On va cliquer OK, désélectionner tout ça, regarder un petit peu notre sphère. Elle commence à ressembler à quelque chose de rigolo. Voilà. Maintenant, je peux encore arrondir, adoucir, on va dire, les bords ici. Alors, une autre fonction aussi intéressante, c'est la sélection par les segments contigus. On va dire que si je sélectionne ici, pour pouvoir sélectionner tous ces bords ici, il va falloir que je clique le premier. Alors, encore une fois, attention, si vous êtes en sélection de déplacement, si vous faites une erreur, vous déplacez l'objet. Je fais bouton de droite de la souris pour revenir en arrière. Là, je vais me mettre en sélection ici de l'objet uniquement. Je ne pourrai pas du tout me déplacer mon objet. Donc, ce que je voulais dire au départ, c'est que si je veux prendre toutes les faces des pointes de cet objet, il va falloir que j'appuie sur CTRL pour additionner à chaque fois chaque face, et que, d'une façon un peu rébarbative, je sélectionne tout le monde. Alors là, ça va, je vais aller assez vite parce qu'elle n'est pas très grosse. Mais imaginez, vous en avez une centaine ou plus de 200 parce que voilà, votre sélection est très lourde.
c'est un petit peu difficile. Eh bien, il y a une fonction chez 3D Studio qui permet de sélectionner les lignes contiguës à celle-là. C'est-à-dire qu'il va repérer qu'il n'y a pas celle-ci, mais vous voulez peut-être celle-ci, celle-ci, celle-ci et tout le tour. Donc ce que vous faites, vous cliquez la première. Alors j'appuie sur CTRL pour faire une de plus, parce que si j'appuie pas sur CTRL, il va me resélectionner qu'une seule. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je clique CTRL pour prendre la première, et ensuite j'appuie sur SHIFT pour faire les suivantes. Et en fait, normalement, alors là je sais pas pourquoi il me le fait pas, je vais refaire. Alors SHIFT c'est le majuscule, on va refaire ici. Je vais faire, non pardon, il ne faut pas que je fasse CTRL. Là j'ai fait CTRL pour avoir la prochaine, CTRL pour avoir la prochaine. Je fais SHIFT pour avoir la prochaine. Et ensuite, vous voyez, il me dit qu'est-ce que vous voulez comme prochaine sélection. Soit je descends, bon là ça ne m'intéresse pas de descendre, mais je vais rester sur cette ligne et je vais aller jusqu'au bout de ce qu'il peut me proposer. Et là finalement, je vois que là il m'interprète autre chose. Là je vais m'arrêter là et je continue avec Shift et me voilà. Et donc finalement, j'ai, grâce à cette fonction Shift, sélectionné tout le bord sans avoir à cliquer une dizaine de fois, une quinzaine de fois ou plus que ça. Je vais recommencer pour revoir la fonction. Je clique à côté pour tout sélectionner. Je clique le premier. Je clique sur Shift pour voir le deuxième et dire je commence ma sélection, et après je continue à m'approcher en fait de la zone que je veux. À un moment donné, il va zapper parce qu'il va me dire oh là, tu es à la moitié de l'autre, donc tu vas peut-être partir de l'autre côté. Donc je vais m'arrêter là. Et ensuite, je continue en restant appuyé sur Shift et continuer à lui proposer en fait jusqu'où je veux aller. Et là, je clique le dernier, je lâche Shift et voilà, ma sélection est faite. Et là, on va continuer à refaire un petit travail de, par exemple, de chamfer, d'adoucissement des arrondis. Et là, on va peut-être le faire. Il a pris les valeurs par défaut qui étaient mises sur le premier. C'est très pratique pour pouvoir faire des répétitions. Maintenant, là, j'ai pas besoin de répétition. Je vais augmenter celui-là. Donc, je vais peut-être descendre. Non, je vais augmenter le nombre de segments en plus. Ça passe un peu plus doux. Voilà, et je fais OK. Donc, finalement, et je déclique à côté. Et je déclique même ici, comme ça on se retrouve avec notre boule. Et bien voilà, on a commencé à apprendre les modificateurs, les modifications en tout cas, sur un objet primitif. Voilà, maintenant nous allons retourner sur notre box qui est un élément plus simple. Donc je vais faire je déclique ici, je fais un Z et j'ai toute la scène qui revient. Je clique ici, je refais Z et j'ai mon objet complet. Alors, ici la box c'est quand même plus simple qu'une sphère, c'est-à-dire que voilà, nous avons les faces de la box, nous avons les arêtes, mais il n'y a pas tous ces arrondis, etc. Donc là on va se dire, je suis toujours en création, vous voyez, je suis toujours, enfin, j'ai quitté le mode création parce que je suis en mode de modificateur, mais je peux encore avancer dans la création de cet objet, contrairement à la sphère où il demandait simplement le nombre de faces, le radius, enfin le rayon, etc. Là, il y a des paramètres un peu plus intéressants, c'est-à-dire qu'on a la hauteur, la largeur et la largeur et la longueur. On peut travailler encore sur l'objet, c'est-à-dire lui demander de changer sa hauteur. On va mettre des valeurs plus carré, 35, enfin plus carré, plus de... je trouve pas le mot, on va des valeurs absolues. 70 ça reste bien, et puis on va dire 30 pour cette largeur. Ici en dessous, nous avons le nombre de segments sur chaque face, parce que là effectivement on a, je peux pas le faire tout de suite parce qu'il faudrait revenir en arrière, mais on a une face ici, une face ici, une face ici, une face là, une face là et une face là. Seulement on peut définir à la création de l'objet, une fois tant qu'on ne l'a pas créé ici et édité en polygone, on peut toujours travailler ces valeurs. Donc là, si j'augmente ici le nombre de segments, eh bien on voit que dans sa largeur, on augmente le nombre de segments. Là, j'en mets 6 par exemple. Sur sa longueur, j'en mets 8. Et puis sur sa hauteur, je vais en mettre 3. Voilà. Donc là, maintenant, on a commencé à avoir d'autres faces intéressantes sur cet objet. Et comme on a vu tout à l'heure pour la sphère, on peut faire aussi des modifications. Donc là, bouton de droite, une fois que tout est défini, on ne peut plus revenir en arrière. Bouton de droite, éditable poly. Et nous voilà maintenant sur l'édition de l'objet
une fois qu'il a été créé. Attention, je crois avoir moi zappé l'écran intermédiaire quand vous faites ça. Il vous dit attention, vous allez enfin définitivement en gros vous pouvez pas revenir en arrière sur la modification. Je crois que cet écran, moi j'ai fait ne plus afficher, donc peut-être que ça vous apparaîtra pour vous lorsque vous faites Edit Poly. Maintenant, comme tout à l'heure pour la sphère, si je clique par exemple plusieurs faces, parce que ce qu'on a fait tout à l'heure sur une, c'est valable sur plein d'autres, enfin, sur toutes celles que l'on veut, je vais cliquer aléatoirement différentes faces. Voilà, je peux les faire derrière, mais bon, on ne va pas les voir, c'est dommage. Et maintenant, je vais faire un extrude. Je fais vraiment quelque chose au hasard, hein. Il n'y a pas de calcul du tout. Là, toutes les faces ont été éditées, enfin extrudées de 10 cm. Donc je peux les réduire par exemple, me mettre à 3 cm 5 pour être exact. Toc. Voilà. Je clique à côté, je désélectionne. Par contre, il y a une autre possibilité, c'est que si je prends des faces qui sont l'une à côté des autres, quand je fais un extrude, voilà, il va me faire toute la face, toutes les 4 faces en extrude ensemble. Mais ici, vous avez le choix de dire soit par le groupe, c'est ce qui était par défaut, soit par chaque polygone. Et dans ce cas-là, attendez, je reviens en arrière, voilà. Et si je fais, alors ce que je fais là, j'ai fait bouton de droite, c'est l'habitude, désolé, vous pouvez le faire ici. Et là, si je demande par polygone, alors là, ça sera pas probant parce que c'est la même valeur pour tout le monde. On va prendre un autre exemple, excusez-moi, j'ai pas voulu faire ça, c'était pour le bevel par exemple, donc pour le biseau, soit je le fais par groupe, soit par polygone. Et là, effectivement, on voit qu'il change la façon de faire son biseau, parce que avec la même valeur de biseau, je peux avoir 4 faces différentes plutôt que une face entière. Vous voyez, très intéressant. Je vais réduire un peu, hop, je vais augmenter là, et voilà. Donc là, j'ai commencé à faire encore une modification intéressante sur ma boîte. Quoi d'autre? On a vu que quand on sélectionnait les bords, donc là, je peux sélectionner les bords, j'appuie sur Shift majuscule et je fais ma sélection de tous mes bords. Et voilà, donc j'ai fait tout le tour. On regarde bien en tournant autour si effectivement j'ai bien fait tout le tour. Oui. Alors c'est là où intervient, vous voyez, les deux lampes. Alors, je crois que je suis repassé à une lampe. C'est des fois un peu gênant de bien voir les surbrillances de ce qu'on a sélectionné et tout. Donc on peut retourner dans Viewport Configuration, non pardon, dans Viewport Preference, Setting, et là on demande deux lampes. Je pense qu'on aura une meilleure qualité. Alors là c'est pareil, je peux définir aussi la qualité, mais attention, c'est toujours, ça ralentit et ça bouffe en mémoire tout ça. Et là on a une meilleure luminosité, je pense, avec les deux lampes. Bon, voilà. Donc, une fois avoir sélectionné les bords, je peux donc, comme on a dit, faire un adoucissement des bords. Là j'ai le choix de quel type de bord je veux. Et je vais agrandir pour qu'il me fasse sa sélection et augmenter le nombre de faces. Voilà. Donc voilà par exemple un adoucissement sympa du bord de cet objet. Autre fonction intéressante, c'est le bridge. Le bridge permet de faire un pont entre deux faces. Admettons que je prenne, alors je veux mettre en mode face, je prenne cette face-là et cette face-là. Je vais l'extruder. Voilà. Ici, vous avez vu qu'il y avait un plus, ça veut dire qu'on peut extruder 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois qu'on veut. Donc là, je vais descendre un petit peu en épaisseur et je vais redire plus. C'est-à-dire que là, je refais encore un extrude et ça me crée une face. Et là, je fais OK. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, en restant dans le mode sélection face, si je clique ici et si je clique celle d'en face,
Voilà, on va se mettre comme ça pour bien la voir. Comme ça. Et là, je vais demander le bridge. Et là, en fait, il me fait un pont entre les deux. Après, j'ai plein de fonctions, mais par défaut, ça me fait quelque chose de très bien. Et là, il m'a fait un pont. Donc déjà, on a commencé à avoir une optimisation de la modélisation. Enfin, pas optimisation, c'était pas le mot que je voulais trouver, mais une modélisation avancée. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour les modificateurs. Il y a plein d'autres choses, mais on verra ça dans d'autres fonctions, d'autres vidéos. Mais voilà un petit peu les modifications de base d'objets primitifs. Voilà, donc je connais un petit peu les façons dont les collègues ont fait certains tutos concernant les premiers pas sur 3D Studio. Je sais que à l'époque aussi, quand moi j'étais débutant et que j'ai eu recours à des tutos également, j'avais qu'une seule envie, c'est de voir mon objet rendu. Et j'avais pas envie de faire 10 tutos pour arriver à éventuellement la section rendue. Donc je préférerais franchement, par choix, d'aller rapidement jusqu'à au moins une renderisation, enfin un rendu en fait de ce qu'on a fait là. Alors, ce que j'ai fait là, c'était vraiment pas calculé, mais on va garder en fait ces objets là. Je ne sais pas si ça va être très joli en rendu, mais en tout cas, on aura au moins travailler un petit peu ces objets de façon aléatoire, et au moins on aura peut-être donné un matériau, mis une lumière, mis une caméra et vu et regardé un petit peu ce que ça donne. Alors attention, là je vois qu'on est passé en mode orthographique. Alors l'orthographique, c'est pas vraiment la même chose que la perspective. L'expliquer techniquement, j'ai un peu de mal, mais la vue orthographique n'est pas vraiment la vue idéale pour travailler. Enfin, pour voir, oui, mais pas pour travailler. Alors, je vous conseille soit la vue perspective, soit la vue que vous préférez en front, en left, etc. Je vais repasser en vue perspective. Et en m'approchant un petit peu, voilà. Et bien, pour avoir une scène qui ressemble à quelque chose, il va falloir peut-être un fond, parce que là, finalement, les objets sont posés. J'appuie sur G sur une grille. Alors, la suite de la grille, on ne la voit pas, mais j'imagine, vous l'imaginez, il faut l'imaginer infini, par là, par là, par là, par là. Ils sont juste arrêtés à cet endroit-là. Ils sont posés sur une grille, mais en fait, réellement, la grille, elle n'existe pas, elle est virtuelle. Donc, si je rends cette image, ça va donner quelque chose de deux objets dans rien, posés dans rien. Donc, le mieux, c'est peut-être de faire un sol, un vrai sol. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a parlé des primitives? Si je reviens, alors j'éteins ce bouton pour arrêter la modification par face de la box. Si je retourne dans création, on avait vu qu'il y avait différentes possibilités d'objets. Allez, pour le fun, je vais vous montrer comment on opère avec le cylindre, etc. Le cylindre, c'est comme la sphère. On met d'abord un radius, ensuite on met une épaisseur, et voilà, on a un cylindre. On augmente en fait le nombre de sides pour que ça soit plus lissé, et on diminue peut-être aussi le radius pour voir un petit peu les objets autour, et on descend un petit peu la hauteur, et voilà déjà un cylindre. Un tore, donc un tore c'est comme un joint, on fait d'abord une dimension, ensuite une épaisseur, et voilà. Donc ça, on a fait un espèce de joint, donc c'est un tore, et on va lui donner une valeur plus souple, enfin plus adoucie, de 32. Voilà, je vous disais, le 32 est passe-partout. Après, bon, on peut monter dans les tours, hein, mais 22 est assez souple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le tipote. Alors, le tipote, c'est comment dire, c'est une culture 3D, c'est-à-dire qu'à l'époque, au tout début des premiers logiciels de 3D, ils ont défini que la théière serait l'objet idéal pour visualiser en fait tous les paramètres des matériaux, de rendu, d'ombrage, etc., de reflet, etc., d'occlusion, etc., sur un objet. C'est un objet de base qui effectivement comporte des courbes, comporte tous les éléments nécessaires pour avoir un rendu parfait de toutes ces, je l'ai dit, les réflexions, etc. Aujourd'hui, on s'en sert un petit peu, mais c'est devenu une légende, et voilà, c'est pour ça que des fois vous voyez une théière
dans des exemples, par exemple dans les documents en ligne de Viré, où ils donnent en fait une théière pour voir comment le matériau reflète, comment le matériau réagit à la lumière, à la caméra, etc. Donc voilà pourquoi une théière. Ensuite, on a le cône. Le cône, c'est comme une pyramide mais cylindrique, donc on lui demande d'abord un cylindre, et ensuite la troisième particularité, c'est de définir en fait sa pointe, son sommet. Donc on fait d'abord le diamètre, ensuite la hauteur, ensuite le diamètre du deuxième cercle. La géosphère, c'est pas intéressant, c'est une sphère avec une moindre qualité, voilà, c'est pas définie de la même façon, je ne vais pas en parler, c'est une sphère de toute façon. Le tube, on a dit que c'était comme un cylindre, mais sauf que c'est creux. Donc le tube, c'est comme d'abord un tore. On fait d'abord un diamètre extérieur, un diamètre intérieur, et ensuite une épaisseur, enfin une hauteur. Voilà. Donc on peut rejouer dessus encore. On va jouer sur la hauteur, on va jouer sur le premier diamètre, sur le deuxième. Voilà, et c'est bon. Et ensuite on va lui donner 32. Voilà. Et puis, il y a la pyramide. La pyramide, on sait ce que c'est. C'est d'abord un objet qui a une base, ensuite une pointe, et voilà. Donc on a fait notre pyramide. Et ce à quoi je voulais en venir, c'est que nous avons parlé tout à l'heure des différents objets, et j'ai dit les objets plans, enfin planaires. Et en fait, un plan, c'est quand même une primitive, mais c'est un rectangle avec une épaisseur 0. C'est difficile à comprendre, parce qu'effectivement, si je passe là en mode forme, si je fais un rectangle, j'ai effectivement un objet 2D, mais qui n'a pas d'épaisseur, qui n'a pas de face, il n'a pas de face, c'est que les formes n'ont pas de face, ils n'ont que des bords, et finalement le plan, c'est la même chose, mais en version j'ai deux faces, j'ai une face devant, une face derrière. Et donc c'est un élément qu'on peut rendre à l'image. Donc si je me mets là par exemple et que je tire et que je fais ça, voilà, j'ai un plan, mais on peut voir effectivement qu'il n'a pas d'épaisseur. Si je me mets sur la vue de gauche en appuyant sur L, vous voyez le plan il est là et il n'a pas d'épaisseur. Voilà. Alors ça tombe bien que j'aille sur la vue de gauche parce que les éléments ne sont pas tous alignés comme il faut sur le plan, donc on va tout de suite le faire. Comment on fait? Finalement on va cliquer ici sur déplacement des objets, je clique par exemple le tore et je vais le déplacer. Alors on n'est plus au millimètre près, hein, je ne vais pas m'aligner. Si, je peux peut-être trouver la fonction qui permet d'aligner, ça permet aussi d'apprendre. Ici en haut, dans les différents boutons, on a l'alignement des objets. Alors ça va pour moi à mon avis être compliqué. Il faut d'abord que je définisse une valeur exacte de la hauteur en fait du tore. Attendez, c'est le tore, celui-là, oui. Donc vue de gauche, la hauteur, parce que en fait, si je demande un alignement, ce sera par rapport au centre de la réunion de ces axes. Donc évidemment, si je demande un alignement par rapport au plan, donc je clique alignement, c'est le bouton qui est ici, le premier objet est déjà cliqué, je clique après l'alignement et je dis avec quoi tu t'alignes. Donc là c'est le plan qui est là, et là évidemment si je demande centre en Y, donc je me suis aligné dans cette partie là, c'est bien la flèche verte en Y, au centre de quoi? De l'objet et au centre de la target, donc de la cible, et effectivement je ne suis pas du tout au centre, je ne suis pas sur le plan inférieur en fait, comme je pourrais l'être si je fais ça. Mais si je fais ça, je ne suis pas parfaitement aligné. Donc le truc c'était de se dire, on va prendre l'épaisseur et on va faire en sorte en fait que cet axe central positionné au centre se positionne exactement sur le plus bas ici. C'est-à-dire qu'en Y, cet axe soit aligné tout le bas. Ici, je ne vais pas m'amuser avec ça. Il y a une fonction ici dans les hiérarchies. Et ça, c'était effectivement ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais ça me permet aussi d'en parler. Dans les hiérarchies, on a ici l'ajustement des pivots. Donc ça, c'est le pivot de l'objet. Donc si on demande à affecter le pivot only, seulement le pivot, ici on voit qu'on peut déplacer le pivot à l'intérieur de l'objet. Encore une fois, je peux me déplacer et le faire manuellement, mais encore une fois, je ne sais pas trop.
Je ne sais pas trop du tout si je suis bien en bas ou pas. Donc je refais bouton de droite pour éliminer le déplacement que j'ai fait. Si maintenant je fais aligner quoi? Le pivot, puisque là on parle bien du pivot, à quoi? À l'objet lui-même. Et là ensuite je détermine quoi? Donc il va se déplacer en Y, oui. Et là, au maximum ou au minimum de l'objet. Minimum pour lui c'est le plus haut, c'est celui-là. Maximum c'est le plus bas, et il est là. Et donc si je fais OK, ben là j'ai mon pivot qui est toujours en sélection, qui s'est bien mis en bas de l'objet. Je désélectionne ici, et ensuite je redemande, maintenant que le pivot est tout en bas, parfaitement aligné par la base de l'objet, je demande à resélectionner l'alignement, et je lui mets alignement par rapport au plan, et là je lui dis maintenant l'inverse, au minimum, et là finalement il se retrouve, si je fais OK, exactement sur le plan. Si vous n'avez pas compris, revenez en arrière, parce qu'effectivement, là j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais revenez en arrière. Mais voilà, il faut juste comprendre qu'on déplace le pivot de l'objet qui par défaut est au centre de l'objet quand on le crée. Si on a besoin de le mettre ailleurs, il faut jouer avec les alignements automatiques. Pareil pour ici, là je vais lui dire, plutôt que de me dire si je veux quelque chose de parfait, je pourrais très bien zoomer en avant et puis me dire, bon allez, je vais le déplacer le plus proche possible, mais je ne serai jamais prêt vraiment bien. Ce que je peux faire donc, c'est refaire comme on a fait pour le deuxième coup. Je vais le mettre plus haut pour bien le voir. Je vais me dire, je vais me mettre dans la hiérarchie, j'affecte le pivot, et ensuite le pivot qui est sélectionnable ici. Maintenant on voit des flèches un peu plus grosses, ça veut dire qu'il est sélectionnable. Je vais lui demander aligne le pivot par rapport à l'objet lui-même. Là, il se met par défaut au minimum. Je vais lui dire au maximum. Il sera tout en bas de l'objet. Alors par contre, là, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas vraiment tout en bas. Je vais revérifier. Est-ce que je vais trouver? C'est pas sûr. Donc non, c'est bien par rapport au pivot. Voilà. Donc c'est le pivot lui-même qu'on met au minimum. Je me suis trompé de sens. Voilà. Et donc là, il est là. Je désélectionne le pivot et je lui demande maintenant de sélectionner, de s'aligner, pardon. Objet sélectionné ici, j'aligne. Avec quoi? Avec cet objet-là. Et là, on est bien au centre du pivot. Et le pivot est bien là. Donc stop. Et tout va bien. Donc là, tous mes objets sont bien sur le plan. Tout le monde est là sur le plan. Pourquoi lui est sur le plan? Pourquoi lui aussi? Parce qu'effectivement, c'est pas comme une sphère ou c'est pas comme le tore. C'est des objets dont on commence la création par la face le plus bas et ensuite qu'on élève. Donc finalement, la face le plus bas, c'est par défaut effectivement le niveau 0 en fait du plan. Voilà, maintenant je peux retourner en vue perspective, je vais appuyer sur P, je vais me reculer en reculant avec la souris, avec la molette, et je vais me déplacer avec le Alt pour bien voir tout ça. Et bien voilà, donc nous avons les différents objets qui sont tous positionnés à plat sur le plan niveau 0, le plan qu'on a créé qui est ici. Alors, ici, sur chaque objet, on peut les renommer tous. Si vous voulez appeler le plan sol, vous appelez le plan sol. Et dans ce cas-là, quand vous faites entrer, quand vous passez la souris dessus, il vous dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est le sol. Voilà. Là, si vous voulez pas l'appeler pyramide 1, mais pyramide c'est tout, vous enlevez le 001 et là il s'appelle pyramide. Et ainsi de suite. Au niveau des couleurs, le 3D Studio va incrémenter à chaque nouvel objet une couleur. Donc là, il a décidé de lui-même qu'il allait donner du violet pour lui, du vert pour lui, du jaune pour lui. Si ça vous plaît pas, vous pouvez ici cliquer à côté, toujours. On peut se mettre ici ou ici, c'est pareil, mais enfin, vaut mieux, la logique, ce serait dans les modificateurs. Dans la droite du nom de l'objet, nous avons les couleurs. Vous pouvez redéfinir d'autres couleurs. Donc là, par exemple, quand je l'ai cliqué, il m'a sorti ça. Vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Par exemple, la pyramide, si ça vous gêne qu'elle soit violette, de la même façon que le mauve en fait du plan, je vais lui dire à être orange plutôt. Je clique orange et la voilà orange. Ce n'est qu'une valeur indicative, cette couleur, c'est juste pour vous, pour les différencier. À partir du moment où on commencera à rentrer des matériaux, la couleur n'existera plus, elle sera juste définie pour chaque objet. Ça, c'est des fonctions avancées pour plus tard, pour pouvoir après faire du wire color, enfin définir en fait chaque objet par sa couleur, mais ça sera encore un autre sujet plus tard dans les vidéos à venir.
Alors, une fois que j'ai défini les couleurs que je veux et que ça me plaît bien à l'image, voilà, je vais définir tout ça. Lui, il y a 2 jaunes, c'est dommage, on va faire un autre ici, on va le mettre en bleu foncé, ou enfin en violet, voilà. Bon, voilà. Alors, normalement, si je clique le rendu de l'image, je devrais normalement rien avoir. Seulement, alors attendez, là, ça s'est déplacé sur mon autre écran. Voilà. Donc ça sort ce tableau-là quand je clique sur rendu de l'image. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, finalement, on voit rien. Attendez, je reviens en arrière. Maintenant que j'ai mis le... Je suis en mode ici production, mais pas en rendu final, on va dire. Là, je suis en mode... Ah si, pardon, je dis des bêtises. C'est l'inverse, je recommence. Bon, toujours est-il, je voulais vous mettre en mode interactif, c'est pas grave. Là, on voit bien quand même que même en mode définitif, en mode production, j'ai un écran noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière pour visualiser les objets, mais le 3D Studio n'a pas de lumière pour rendre les objets. Donc je vous rappelle qu'on n'a pas mis de matériaux, on a juste mis des couleurs sur les objets, c'est des couleurs de base, mais on pourra quand même voir les objets avec ces couleurs de base. Le tout, c'est qu'il faut rajouter une lumière. Donc ici, dans les créations, on avait vu qu'on avait les géométries, on avait les formes, mais on a aussi les lumières et les caméras. Si je clique lumière, on peut choisir ensuite quel type de lumière on va utiliser. Les photométriques, on verra bien plus tard. Les standards, ce sont des lumières standards. Et comme j'utilise le moteur de rendu Viray, que je vous recommande extrêmement, que je vous recommande vraiment, je vais utiliser le moteur les lumières du moteur de rendu Viray, puisqu'il a ses propres lumières. Et là, on va cliquer ici, Viray Light. Dans les Viray Light, il nous propose différents types de lumières. Des lumières planes, c'est comme si on avait, alors je vais vous montrer, c'est comme si on avait des backlights en fait. Vous voyez, ça fait, on voit la flèche qui donne la direction de la lumière et on voit la taille de la lumière. Et il est entendu en fait que tout l'ensemble de la partie ici, donc d'où vient la lumière et vers où elle va, soit comme comment on appelle ça aujourd'hui, les plaques de lumière LED, là comme on voit dans les entreprises et autres. Si je rends maintenant l'image avec cette image, alors je suis en dessous, on s'en fout pour les objets derrière, mais si je rends cette image, on va voir que cette image va être calculée et on verra une zone blanche. Là, elle n'éclaire rien, donc évidemment on peut rien voir parce qu'elle éclaire dans le vide, mais pourtant c'est bien une lumière qui éclaire. Si maintenant je la déplace, donc là je vais tourner avec mon orbital, toujours Alt puis la souris, la molette de la souris appuyée, et je vais demander ici de le mettre en sélection de déplacement. Je vais le déplacer en Z. Je le déplace comme ça pour bien voir la scène. Ici, on n'a pas que le déplacement, on a aussi la rotation, donc, et aussi on a l'agrandissement. Donc si je fais un bouton de droite, je peux choisir ici le déplacement, la rotation ou l'agrandissement, ou c'est le même cas ici, vous avez ici la sélection de rotation ou d'agrandissement. Donc je vais cliquer ici rotation, et ici il me propose un rond avec rotation dans l'ensemble des axes ici, d'accord, et sinon après rotation dans les 3 axes, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est de déplacer la lumière, que la flèche aille à peu près en diagonale vers là. Donc je vais plutôt faire ça. Puis après me mettre de côté pour voir comment la lumière... Alors là maintenant je peux utiliser ça, c'est le général ça, voilà. Et donc je regarde un petit peu comme ça. Là effectivement j'ai vu qu'elle avait tourné, donc je peux faire comme ça. Ça c'est le déplacement par rapport à la vue dans laquelle vous êtes en fait. Donc voilà. Voilà, donc j'ai déjà une lumière qui va éclairer par là. Et bien normalement, on devrait avoir, après il y a des réglages à faire, on devrait déjà avoir nos objets. C'est parti, je clique ici sur rendu de production, et voilà nos objets dans la scène. Ah, ça devient intéressant. Donc voilà, si je zoome un petit peu plus, on verra la lumière, on l'écarte.
On a des options pour cacher la lumière d'ailleurs, on verra ça plus tard. Et bien voilà, mes objets sont commencés à être plus réels. On a des ombrages, on a la force de la lumière qui est plus forte ici et qui s'estompe bien sûr dans le temps, puisque c'est le principe de la lumière. Et nous avons nos objets. Nous pouvons travailler aussi en interactif. Là j'ai fait le rendu général de production. Si je lui demande, je vais le baisser comme ça. Alors, cette fenêtre, j'en ai pas parlé, c'est le frame buffer. Le frame buffer, en fait, c'est l'image, c'est la fenêtre qui permet de nous montrer notre rendu, de nous montrer le travail que l'on fait. Et le frame buffer, on peut l'avoir ici en faisant bouton de droite dans le vide, et on a ici virer frame buffer. Donc je peux cliquer ici, il se réouvre. Je vais le mettre en vue plus petite. On voit aussi l'image derrière. Voilà. Alors normalement le frame buffer, je crois qu'il est par défaut comme ça, mais oui c'est ça, il est par défaut là. Voilà. Et puis je vais déplacer ici ma scène, et là je vois par exemple que ma théière elle est un peu cachée par le cône. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est se mettre en mode interactif. Je sais pas pourquoi il veut pas me le prendre. Bon, on verra plus tard le mode interactif. Je clique ici l'objet et je vais lui demander de déplacer comme on a dit. Je vais me déplacer un peu comme ça pour bien voir mes flèches. Je me déplace et si je me remets comme ça, voilà, peut-être qu'on voit mieux. Voilà, et si je rends l'image, donc là évidemment je me suis mis comme ça parce que regardez, la scène est comme ça. Donc après il faut que je la déplace. Ah bah je suis déjà en mode interactif, pardon. Voilà. Le mode interactif permet effectivement de voir la scène en temps réel. Ça c'est parfait, quand en plus votre ordinateur le permet facilement, c'est très appréciable. Là par exemple, si je me déplace ici, je prends la pyramide et que je la déplace, on va voir en temps réel la pyramide se déplacer. Voilà. Seulement le problème c'est que si je déplace ma scène, bah, vu que j'ai pas de caméra, tout se déplace. Alors, je ne peux pas travailler en déplaçant la scène et en même temps voyant que rien ne bouge en restant sur une vue fixe. Par exemple, si je veux cette vue fixe uniquement, et ben c'est là qu'intervient la troisième chose à faire quand on veut un rendu, c'est de créer une caméra. Donc je vais éteindre là, je ferme, et là on a, imaginons la vue parfaite que l'on veut faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais un CTRL C, donc C comme caméra, CTRL C, voilà encore un nouveau raccourci à écrire. CTRL C, et là il me crée automatiquement une physical camera, donc une caméra à partir de la vue perspective que j'avais définie. C'est intéressant de penser ça parce que ça veut dire qu'en vue perspective, si à un moment donné, alors attendez, je vais supprimer la caméra, donc je peux faire ici, sélection de caméra, sélectionner la caméra, donc là elle est sélectionnée, ça se voit pas ici, ça se voit ici, je fais un supprime sur le clavier, donc elle disparaît, ça redevient de la perspective, mais admettons que cette vue me va beaucoup mieux. Par exemple, celle-ci. Non, pas de face à la lumière. Donc, voilà. Cette vue me va bien, on va dire. Je fais un CTRL C. Si je reviens en ALT W aux vues générales de tous, eh ben, imaginez la difficulté que j'aurais pu, bon, c'est pas énorme la difficulté, mais imaginez la difficulté que j'aurais pu avoir en créant la caméra pour définir cette vue qui me plaisait bien de cette façon-là. Ça veut dire que si j'avais pas fait ça, de la vue perspective à la création de la caméra, j'aurais dû faire clic ici, créer une caméra, quel type de caméra virer, une physical caméra, ensuite sélectionner l'endroit où je mets la tête de la caméra et l'endroit où je cible la caméra, ensuite aller dans là j'ai deux caméras, on est d'accord. Donc là maintenant quand je clique ici, j'ai quelque chose qui me répond parce que j'avais pas de caméra tout à l'heure, maintenant j'en ai. J'ai maintenant la caméra virée qui est définie. Là voilà la vue que j'ai de la caméra. Et maintenant il va falloir que je me déplace en disant sur chaque vue je vais essayer de me déplacer. Donc là je vais monter un petit peu. Tout ça pour me rapprocher de la vue perspective qui m'allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant sur la vue de top, je vais... Alors là vous voyez par exemple, j'ai ma caméra qui est sélectionnée. Je vous disais tout à l'heure, en tout début de tuto, que si vous cliquez dans le vide pour sélectionner la vue,
bah, vous désélectionnez l'objet. C'est un peu bête. Donc le mieux, si vous passez d'une vue à une autre, c'est de cliquer bouton de droite, ça ne désélectionne pas l'objet, mais ça vous sélectionne la scène, la vue. Voilà. C'était un petit truc à savoir aussi. Donc après, j'ai plus qu'à me déplacer comme ça. Mais voilà, c'est rébarbatif parce que pour avoir vraiment la vue, je vais le mettre en dessous la vue de l'autre caméra, pour avoir exactement la vue que je voulais et qui me plaisait, je suis un peu galère. Donc finalement, tout ça pour vous dire que si vous vous mettez en vue perspective et uniquement en perspective, et que vous définissez l'endroit où vous voulez la caméra, là je suis dans caméra qu'on avait défini ici, maintenant perspective ici, si vous vous mettez à l'endroit exact que vous préférez et que vous faites un CTRL C, voilà, il me crée une caméra 2 à l'endroit pile où j'avais défini la vue perspective. Voilà, intéressant à savoir. Allez, rapidement, parce que il faudra passer après sur un autre tuto avancé, enfin niveau 2. Donc, maintenant, j'ai enlevé la caméra qui ne me servait pas. Je vais me remettre ici en vue front, par exemple. Là, on voit bien qu'on est en vue, on avait vu le type de vue en vue standard. Je peux rester en vue standard, par contre, je peux changer et me mettre en vue wireframe. On rappelle, il y avait F3 et F4 qui permettaient de voir passer de vue comme ça et de vue comme ça. Vous voyez, donc les bords de chaque objet et la vue filaire ou pas filaire. Retirer la grille en cliquant le G. Et maintenant que j'ai la vue caméra, eh bien, puisque c'est la vue caméra, je vais pouvoir maintenant rendre l'image. Donc on va faire bouton de droite n'importe où, on peut le faire ici, 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 bouton de droite et puis demander le frame buffer et demander maintenant à rendre cette vue caméra et je lance. Alors, un truc qu'il faut savoir, et tant mieux que ça se passe, c'est que dans les définitions des paramètres de rendu, par défaut, il a utilisé cette vue-là, qui est maintenant la vue de front. Alors vous voyez, il peut aussi rendre les vues de front, top, machin. Seulement, moi, je voulais la vue caméra. Pour faire cela, il faut... Je vais faire stop. Pour faire cela, il faut aller dans les paramètres caméra, les paramètres de rendu, pardon. Donc c'est toujours dans ces boutons où il y a de multiples fonctions. Les rendus setup, donc le render setup, on le lance. Ça fera partie aussi d'une vidéo complémentaire sur les paramètres de virer, etc. On va juste parler de ce que l'on veut faire là. Ici, vous voyez, vous avez le View to Render. Là, il me dit, c'est le quadri 4, donc c'est pour lui, c'est le 4 ici, la vue front. Et ben non, moi je lui dis, je veux la vue 4 caméra. Oui, c'est ça, la vue 4 caméra. Et je lui dis, reste bloqué sur cette vue caméra. À chaque fois que j'aurai un rendu, reste bloqué là-dessus. Donc là, je bloque la caméra. Ce qui veut dire que quand je me mets en interactif, déjà, il me sort la vue caméra. Très bien. Et puis, si je déplace autre chose, alors je suis plus en mode interactif. Alors là, ça commence à bien faire. Je suis plus en mode interactif, je suis en mode production. Non, ça devrait pas. Alors, attendez, je vais régler ça. Simplement, je comprends pas pourquoi j'ai pas l'option ici. Voilà, je suis en mode interactif. Et le fait d'avoir bloqué sur le render setup la vue caméra, c'est que ça me permet de cliquer n'importe quelle autre vue. Ça ne me balancera pas chaque vue que je clique dans ce rendu. Ça reste sur la vue caméra. Voilà, c'est important. Donc maintenant, je me dis, tiens, la pyramide, je la vois pas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la déplacer. Tic, 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 tic. Et voilà ma pyramide. Et ensuite ma boule. Tic, tic, tic. Et voici ma boule. Seulement, je vois pas la petite fenêtre que j'avais faite. Donc je vais faire bouton de droite, rotation. Je vais tourner dans ce sens-là et essayer d'attendre de voir passer le petit trou. Je ne sais pas où il est. Et le voilà. Voilà mon petit trou. Toc. Et voilà. Donc, on a vu comment
modifier les objets, on a vu les différents raccourcis, on a vu comment on peut simplement modifier des formes primitives, des objets primitifs, des géométries primitives. On a vu qu'il y avait des sélections par vertex, par face. On a vu comment on peut sélectionner des bords avec la fonction Shift pour pouvoir sélectionner des contigus. On a vu les lumières, enfin en tout cas la base minimale de la lumière. On a vu comment créer une caméra en faisant un CTRL-C. On a vu que le plan permettait d'avoir un sol où se posent des objets. Et bien il y a plein d'autres fonctions derrière pour faire des choses bien plus intéressantes. Il y aura les matériaux à mettre sur les objets, il y aura les réglages des lumières et des caméras. Pour arriver à un rendu réalistique sympathique, voilà, il faut, à mon avis, un peu plus de vidéos que ça, mais je vais essayer de faire au mieux pour que en 3-4 vidéos vous puissiez arriver à un résultat bien meilleur. Si je peux éventuellement vous montrer, j'ai pas préparé mais j'y pense comme ça, si je peux vous montrer une image d'un rendu bien plus sympa. C'est une image que j'ai pas travaillé par contre, que j'ai pas travaillé du tout en post-production, mais je la trouvais bien sympathique. Ah oui, je peux vous la montrer ici. Je fais stop. Dans le frame buffer, petit truc en plus à apprendre. Dans le frame buffer, vous avez ici des petits traits là, qui permettent en fait d'ouvrir la boîte qui vous montre les différents projets que vous avez pu enregistrer pour garder l'image. Attention, c'est juste un preview qui vous permet de rester sur l'image. Voilà. Et voilà, ça me permet en même temps de vous montrer un projet actuel que dans lequel je suis en train d'avancer. J'ai celui-là, c'était pour Noël et je trouvais ça très mignon. Voilà, c'était petit nounours auprès du sapin qui dépose des cadeaux. Bon, voilà. Et puis un autre projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est un salon, un loft. Les tout débuts commençaient comme ça. Voilà, donc vous pouvez imaginer en fait un cube que j'ai créé avec des extrusions de fenêtres, etc. Un ciel derrière basique que j'ai commencé à mettre, un soleil, parce que là on a parlé de lumière, mais là c'est un soleil, une porte, etc. Et puis petit à petit j'ai avancé dans la production, dans la mise en scène, et puis j'en suis arrivé, pas totalement final, mais voilà à peu près le rendu, le dernier rendu que j'ai pu faire pour cette image. Je vous avoue qu'il y a encore un peu de boulot, mais ça viendra, et vous le verrez plus tard. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette tuto qui à mon avis est un petit peu long. Pour certains peut-être ils ont décroché, pour d'autres peut-être c'est une référence, j'espère pour vous en tout cas. S'il y a quoi que ce soit, et que si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, faites-le savoir sur le site, sur le YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que je peux vous apporter, vous pouvez laisser des commentaires, laisser un email ou quoi que ce soit, et je vous répondrai sans problème. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto de première partie. Il y aura une deuxième et voire une troisième partie dans les prémices, les premiers pas en fait sur 3D Studio. Et en tout cas, bon travail pour la suite et j'espère que ça va être utile. Merci et à très bientôt.